Nous allons maintenant accueillir une dame qui va nous raconter une histoire incroyable. Effectivement, elle va venir nous rejoindre, elle s'appelle Françoise, nous a demandé de l'aide, car elle est persuadée que l'homme, écoutez bien, qu'elle a épousé il y a 12 ans, lui a menti pendant toutes ces années. Cet homme porterait un titre de noblesse, il serait marquis, mais il aurait vécu des drames familiaux terribles, et il serait à la tête d'un commerce de spiritueux haut de gamme, et aujourd'hui, il serait gravement malade. Mais elle se demande si elle est vraiment marquise, cette dame, car elle a mené sa petite enquête. Et une chose est sûre, elle se retrouve aujourd'hui poursuivie pour des dettes qu'elle a contractées afin de l'aider. Alors, s'agit-il de pure affabulation ou bien y a-t-il eu de réels problèmes? Françoise a mené son enquête, elle vient nous en parler sur le plateau. Dans cette affaire, Françoise aurait payé très cher son mariage avec un homme qui lui aurait fait croire qu'il était marquis et fortuné. Aujourd'hui, elle doit 137 000 €. C'est quelqu'un qui exerce inévitablement un magnétisme. Le responsable de sa dette serait son mari. Le contact entre lui et Françoise est devenu difficile. Il va falloir quand même que tu arrives à me dire quand même les choses plus clairement, que je puisse comprendre. Je ne te dirai rien. Et pour les crédits, comment je fais? Tu peux me donner une solution? Tu te débrouilles. Sur le plateau, nous allons essayer d'aider Françoise. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Françoise. Ou du moins devrais-je dire Madame la Marquise. Car à l'origine... Ex-fausse marquise. Oui, tout à fait. C'est une histoire complètement incroyable que nous racontait la Françoise. C'est pour ça que nous allons voir une enquête dans quelques instants, signée Sophie Rabillet et donner des coups de fil. Mais vous avez l'impression d'avoir été trompée complètement, moralement en tout cas, par un homme. On est bien d'accord? Tout à fait bluffé dès le départ, oui. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui exactement de cette émission sans aucun doute? Eh bien, j'attends de savoir qui est mon mari. Exactement. C'est ça Parce qui est que, formidable. à l'heure d'aujourd'hui, après presque 17 années, dirons-nous, je ne sais toujours pas véritablement qui il est. Bien que nous ayons beaucoup progressé dans l'enquête grâce à l'équipe de Sans Aucun Doute et que je tiens à remercier. Vous êtes très gentil. Donc il y a effectivement cette question existentielle. Qui est l'homme avec qui j'ai partagé toutes ces années? Parce que vous finissez par douter de tout. Mais il y a aussi un problème financier. Aujourd'hui, le montant de votre dette se monte à 137 000 €. Exactement. Est-ce que cet homme a vraiment un grand talent, a du charisme? Absolument. Il a bluffé tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est même tous les grands de ce monde, puisqu'il les a tous côtoyés. Ça passe des présidents de République à des évêques. Nous allons maintenant essayer d'en savoir plus grâce à ce reportage, en précisant que ce monsieur n'a jamais été condamné pour les faits que lui reproche aujourd'hui Françoise. C'est un reportage de Sophie Rabillet pour Sans Aucun Doute. Les coups de fil suivront. Voici Françoise, 55 ans, institutrice à la retraite. En 93, elle épouse un homme que nous appellerons le marquis de B. Mais aujourd'hui, les créanciers la poursuivent parce qu'elle a, dit-elle, fait trop confiance à cet individu. Après 12 années de vie commune, elle est en effet convaincue que son mari n'était pas forcément celui qu'elle croyait. Faux titre, fausse maladie, fausse activité, faux drame de famille. Voici ce dont elle l'accuse aujourd'hui. Qui est-il vraiment? Qui est-ce que j'ai épousé? C'est ma question. Je pensais avoir épousé un marquis. Je découvre qu'il n'est pas marquis. Je pensais avoir épousé un Britannique ayant une propriété en Angleterre. Il n'a pas de propriété en Angleterre. Je pensais avoir épousé quelqu'un qui avait une activité dans les spiritueux et il s'avère qu'il n'a pas de stock. Je veux connaître la vérité, quel que soit le prix. Face à autant de zones d'ombre dans le passé de son mari, Françoise a décidé aujourd'hui de se mettre en quête d'informations concrètes. Elle se rend à l'association de la noblesse française afin de vérifier l'identité de son époux. Première question, trouve-t-on ce marquis dans les registres de l'association? Là, j'ai entre les mains un livre qui recense tous les marquis français contemporains, dans lequel, malheureusement, je ne trouve pas trace de l'époux de madame. Il s'est créé un personnage, une identité, une honorabilité, une devise, des armes, vraisemblablement. Françoise en est maintenant persuadée, le marquis ne serait donc qu'un personnage créé de toutes pièces. Poussant le raisonnement plus loin, elle se pose une question essentielle. Avec qui est-elle mariée et surtout, ce mariage est-il valide? Tout mariage d'un citoyen français dans un pays étranger
doit être déclaré au consulat. Et il n'a pas été déclaré au consulat. Donc pour la République française, votre mariage n'existe pas. Françoise aurait donc vécu pendant 12 ans sous une fausse identité. Elle ne comprend toujours pas comment cela a pu être possible. On m'a attribué un nom qui n'existe pas, qu'il l'ait utilisé pour lui, pour son business, etc. À la limite, ça le regardait. Mais moi, il m'a fait porter un faux nom. Autre point d'interrogation pour Françoise, le cancer du marquis. Pendant des années, il aurait prétendu être atteint de cette terrible maladie. Là encore, était-ce un mensonge inventé dans un but bien précis? Lorsque j'ai pu avoir accès au dossier médical de cancer, il n'y en avait pas. C'était l'excuse idéale pour ne pas demander lui-même des crédits. Et donc moi, son épouse, il me demandait de le faire à sa place. Et les banques, inévitablement, toutes se retournent contre moi. Mais moi, je ne peux pas assumer des sommes aussi considérables. Faire trop confiance, est-ce là l'erreur de Françoise? Au début de leur mariage, elle lui donne procuration sur ses comptes. Grâce à celle-ci, le marquis contracte 2 crédits au nom de son épouse, des sommes qui, comme celle-ci, ne font que transiter sur les comptes de Françoise pour finir sur ceux du marquis. Il prend ensuite 2 autres emprunts, cette fois Françoise et caution, montant global de ces opérations, 137 000 €. Aujourd'hui, en instance de divorce, Françoise est décidée à ne pas se laisser faire. Nous la suivons dans son enquête. Équipée d'une caméra cachée, elle a rendez-vous avec un homme qui connaît bien le marquis puisqu'il s'agit de son propre frère. Curieusement, les questions de Françoise ne vont pas le surprendre. L'histoire s'est mélangée avec sa vie. Parce que il s'est bâti un personnage. L'homme démonte un à un les épisodes de la vie apparemment imaginaire du marquis, à commencer par la guerre d'Algérie, dans laquelle il dit avoir été blessé. Il s'est fait empourcher à la baïonnette, il a été... Ah oui, mais ça c'est des baratins, moi des... C'est quand même grave qu'ils me disent qu'il était tout jeune, qu'il se mette à pleurer en me disant qu'il était en camp de concentration, avec vous, etc. Je crois que maman lui a fait manquer sa vocation, il aurait pu partir acteur. Qu'en est-il de la sœur décapitée, du fils mort en moto, des frères jumeaux devenus moines au Japon? L'homme démentira tout en bloc, sa femme pourtant y a cru pendant 12 années. Françoise nous emmène ensuite au fond du jardin vers une banale remise à laquelle elle n'aurait jamais eu accès lorsqu'elle vivait avec le marquis. Un jardin secret qu'elle découvrira au départ de son mari. Voilà, ça va de la reine d'Angleterre, en passant par quelques images pieuses, Napoléon Bonaparte, et puis ce fameux motet, Mi amis canis magis amica veritas, ça veut dire les chiens sont mes amis, mais la vérité m'est encore plus amie. La vérité, quelle vérité hein. Dans cette pièce, des étiquettes d'Armagnac, de la cire et des cocardes. À quoi cela servait-il? Pour Françoise, il s'agissait d'un commerce illicite, mais le marquis, lui, nie s'être livré à un tel trafic. Bon, écoutez, c'est tout simple. Il suffit de l'acheter à un distillateur, un petit Armagnac de bonne qualité, mais pas cher. Vous prenez une étiquette, vous la collez dessus, et puis, voyez la boîte d'étiquettes, là, les millésimes, très facile, soit un 1935, soit un 45, soit là. Le prix d'achat, c'est un vulgaire Armagnac, très, très ordinaire. Et maintenant, grâce au millésime, ça devient un produit de luxe. Alors, qui est-ce qui achète les produits de luxe? Bien entendu, un évêque bien connu, le maire d'une ville, des grands chefs d'entreprise très connus. Souvent, le marquis lisait, mais pas n'importe quel livre. Dans sa bibliothèque, l'on retrouve le Who is Who, un bottin qui recense toutes les célébrités, les plus grands noms, mais aussi les plus grandes fortunes. Il piochait dedans d'éventuels contacts, ce qui lui permettait de pouvoir donner déjà des éléments d'information, comme s'il avait déjà connu le grand-père, la grand-mère ou je ne sais qui, mais il connaissait déjà son sujet. Françoise a retrouvé l'une de ces personnes. Elle nous explique comment le marquis a pris contact avec elle et l'intérêt qu'il portait à son carnet d'adresses. Monsieur le marquis s'est présenté chez nous et il nous a parlé de sa situation et est-ce qu'on était prêt à l'aider à pouvoir vendre son stock d'Armagnac.
Pendant 2 heures, nous l'avons écouté. Nous avons été très émus parce qu'à un moment donné, il nous a parlé de son fils qui était décédé, ainsi que de sa maladie, un cancer dont il était atteint et qu'il fallait qu'il soit opéré dans les 2 mois et qu'il lui fallait un montant assez élevé. Mensonge ou réalité, sur le moment, le marquis est convaincant. Tout le monde croit son récit. C'est-à-dire qu'il arrive quand même, dans son dialogue, à vous manipuler un petit peu. C'est-à-dire que d'abord vous sensibilisez. Et puis bon, je pense que la maladie et la mort de son fils, il était quand même pratiquement en larmes quand il nous l'a dit. Donc c'est vrai que ça ne peut pas vous laisser insensible. Le marquis a, semble-t-il, beaucoup de relations. Françoise réussit devant nous à contacter un autre de ses anciens clients. Celui-ci, afin de l'aider, lui a acheté un stock d'Armagnac pour une somme très importante. Il vous doit toujours de l'Armagnac? Bah, et attendez, le stock... Il en doit combien? Il m'en doit un gros paquet, puisque moi, il m'a pas livré mon stock personnel. Il m'en a vendu, on est dans le million de francs, je crois. Le million de francs, hein? Et attendez, j'étais suffisamment con, n'oubliez pas en plus, pour lui avancer l'argent sans qu'il m'ait livré. Faut que je sois con. Si trafic il y a eu, la justice n'en a jamais été saisie. L'homme au bout du fil ne portera pas plainte car dans cette transaction, il n'a pas payé la TVA, ce qui est une fraude. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Et attendez, c'est aussi un malade imaginaire le plus souvent, hein, parce que maintenant je sais pertinemment, il n'a vraiment jamais eu de cancer. Non, mais attendez, j'ai vu ses dents bouger dans la bouche, je les ai vu bouger. Non mais attendez, parce qu'il a besoin d'un plan. Et alors, ça arrive à n'importe qui, ça. Nous décidons ensuite de nous rendre dans la région où le marquis dit mener son activité avec pour seul bagage l'une de ses bouteilles. Nous commençons par rencontrer l'un de ses anciens fournisseurs. L'homme lui a vendu des bouteilles pendant plus de 10 ans. C'est une personne qui passait épisodiquement, qui recherchait des produits régionaux. Lorsque nous demandons à notre interlocuteur si le marquis possède une distillerie, des vignobles, un château dans la région, celui-ci dit ne pas être au courant. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre sur ce point, je n'ai aucun élément pour vous répondre. L'homme savait-il quelle utilisation le marquis faisait de son Armagnac? Il n'en dira pas davantage. Le marquis était-il connu dans cet univers? Un spécialiste de l'Armagnac accepte de nous recevoir. Il examine pour nous la bouteille. Cette marque-là, on ne la connaît pas. Et l'opérateur qui est propriétaire de cette marque-là, on ne le connaît pas non plus. Donc il est peut-être distillateur, il est peut-être négociant, mais en tous les cas, pas en Armagnac. Direction les archives de la commune qui abrite le château reproduit sur les bouteilles du marquis. L'homme que nous rencontrons est perplexe. Ça ne dit rien, moi j'ai jamais entendu parler. C'est ça qui est phénoménal, parce que vieil Armagnac, et puis la date, 1833, bon, est-ce que c'est la naissance de son grand-père, cet homme, je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est le début de son imaginaire, je ne sais pas. Il y a une problématique, c'est-à-dire que quelque part, on a utilisé l'aspect d'un château pour valoriser une marque qui peut-être a existé. C'est pas impossible, mais moi je la connais pas. Et bon, là, il semblerait que ce soit un montage peut-être agréable pour celui qui l'a imaginé, mais enfin qui n'est pas du tout la réalité. Ce château appartient-il au marquis? Pour le savoir, nous nous y rendons. Sur place, nous croisons un ouvrier. Employé au château depuis plus de 20 ans, l'homme ne connaît ni le marquis, ni la marque. Le propriétaire est absent, mais plus tard, nous parvenons à le joindre pour lui expliquer la situation. Donc en fait, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une marque d'Armagnac qui mentionnait votre château? Absolument pas. C'est très admettant, hein. Vous n'avez jamais vendu ni le nom du château, ni son illustration? Absolument pas, absolument pas. Personne dans cette petite région ne semble connaître le marquis. Direction la Grande-Bretagne, c'est ici que ce dernier aurait installé sa société dans les années 80. Pourtant, après vérification, l'adresse de sa société n'est en fait que celle d'amis à lui. Au téléphone, ces derniers semblent découvrir que leur domicile servait de siège à la société du marquis. Vous ne saviez pas ce qu'il faisait avec votre adresse? Non, nous ne savions pas. Je sais qu'il utilisait notre adresse. Nous lui avions dit de ne pas le faire. Il disait aux gens que c'était sa maison. Ça ne l'est pas et cela ne l'a jamais été. Contrairement à ce que le marquis déclare, cette adresse ne correspond pas au siège social de son entreprise. Pendant des années, notre homme a semble-t-il été fidèle à cette version aujourd'hui controversée. Comment a-t-il pu convaincre son entourage? C'est quelqu'un qui exerce inévitablement un magnétisme.
parce qu'il est très chaleureux, il est très ouvert, une extrême apparente générosité. Et donc, effectivement, tout ça, c'est séduisant. Séduite, Françoise l'a été autrefois, mais aujourd'hui, il ne lui reste qu'un goût amer, une séparation et des dettes. Depuis janvier, le marquis et Françoise ne se voient plus. Cette dernière entend bien avoir des explications et c'est devant nous qu'elle va les demander. Moi, j'ai fait quand même des découvertes, ça m'embête un peu, hein. Quelle découverte? T'as pas été marquis? Mais bien sûr, j'ai changé de nom. En 1960, je suis devenu... Les accusations de Françoise, le marquis va toutes les démentir. Il continue à affirmer être le marquis de B. Françoise insiste, elle veut aussi en savoir plus sur son état de santé, car rappelons que depuis leur rencontre, celui-ci se dit atteint d'un cancer. Pourtant, à sa connaissance, en 12 ans de vie commune, elle ne l'a jamais vu suivre un traitement. C'est quoi ce cancer? Oui. Te casse pas la tête, j'ai pas à discuter de ça avec toi. Tu m'as fait prendre des crédits pour toi parce que soi-disant que les banques ne pouvaient pas t'en accorder à cause de ce cancer. Mais c'est tout à fait vrai. Et j'ai la preuve des banques. J'ai la preuve que du fait de ma maladie chronique, je ne pouvais avoir aucun financement. Et maintenant, je me retrouve avec des dettes monumentales. Ah ben ça, c'est normal. Je vais pas aller m'emmerder maintenant, non, mais tu m'as foutu dehors. Seul, dans le froid. Rien à faire, le marquis reste fidèle à sa version des faits et retourne même la situation, reprochant à Françoise son manque d'humanité. Celle-ci n'en a cure et le pousse un peu plus dans ses retranchements. Moi, je suis citoyenne, je paye mes impôts. Est-ce que tu peux en dire autant? Je paye rien parce que je gagne rien en France. Tous mes gars, ils partent en Angleterre. Je suis pas français, moi. J'emmerde la France. Le marquis, excédé par les questions de son épouse, écourte brutalement la conversation. J'ai été trahi, ça a été un mensonge permanent qu'il a exercé sur moi. Et la trahison, c'est quand même difficile à supporter quand même. Aujourd'hui, Françoise a besoin de nous pour obtenir des banques un répit en attendant que le divorce soit prononcé. Elle n'a pas les moyens de rembourser les sommes colossales qu'on lui réclame, mais elle a d'ores et déjà déposé plusieurs plaintes contre le marquis, la dernière en date pour abus de confiance. L'enquête est signée Sophie Rabillet, pour sans aucun doute. Alors, madame, avant d'aller plus loin et d'essayer de vous aider, bien évidemment, j'aimerais que l'on revienne sur quelques points importants que nous avons vus dans ce reportage. En ce qui concerne donc les crédits, il y en a eu plusieurs. Sur certains crédits, vous êtes co-empruntrice. Sur d'autres, vous êtes caution. Je voudrais dire d'emblée déjà que l'ordonnance de non-conciliation avait déjà stipulé que les crédits dont j'étais caution, il y en avait deux, un sur deux banques différentes, était à la charge de mon époux. C'est écrit noir sur blanc sur l'ordonnance. Or, l'ordonnance n'est pas appliquée et ne sera pas appliquée parce que lui ne veut pas l'appliquer tout simplement et que la justice n'a aucun moyen de l'y obliger. Ensuite, il y a donc son frère que l'on voit dans ce reportage lorsqu'il est interviewé par notre journaliste. Lui, d'après vous, se place comment? Comme victime? Il était au courant de tous ces agissements ou pas? Moi, je pense qu'il se place comme un frère, c'est-à-dire il sait, il connaît plus ou moins les défauts de son frère, mais néanmoins c'est le frère. Donc quand il peut aider son frère, il le fait, et surtout il ne veut pas trop savoir ce qu'il fait. En ce qui concerne l'Armagnac, donc vous nous dites qu'il achetait un Armagnac bon marché, qu'il revendait à des notables, des gens qui avaient un gros pouvoir d'achat, comme étant un Armagnac de très haute qualité en changeant les étiquettes. Est-ce que vous l'avez vu faire? Des millésimes. Des millésimes. Parce que les étiquettes, il pouvait mettre des étiquettes, mais il n'avait pas le droit d'apposer des millésimes. Est-ce que vous l'avez vu faire, vous? Rarement. Mais j'ai déjà vu, oui, effectivement, mettre des étiquettes. Personne ne s'est jamais plaint, c'était des grands connaisseurs d'Armagnac, visiblement, qui achetaient cet alcool. Ils leur vendent un alcool bon marché en leur disant que c'est quelque chose d'extraordinaire, et personne n'a appelé en disant « il a quand même un drôle de goût, votre Armagnac millésimé ». Non, il n'y a que la foi qui sauve. Il suffit de regarder 1926, vous êtes persuadé que vous buvez un 1926, tout le monde l'a fait. Je pense à tous ceux qui ont été invités dans ces dîners où faites le test. L'hôte a dit, je vais vous servir un petit Armagnac que je fais venir de très très haut niveau, vous allez m'en dire des nouvelles et tout. Oh là là, dis donc, vous ne moquez pas de nous. Et en fait, c'était pas un très très bon Armagnac, quoi. Mais non, attendez, c'était quand même pas de la basse qualité pour autant. Ouais. Hein, C'est-à-dire, il faut préciser, choisir madame, ces jeunes Armagnacs. Et il faut préciser également, pour la bonne objectivité du dossier, qu'il n'y a jamais eu de plainte là-dessus. Il n'y a jamais eu de plainte, non. Bon. À ma connaissance. Hein, mais... Comment réagit-on quand on s'aperçoit comme ça qu'on a été, si c'est le cas, mettons cela au conditionnel pour l'instant, que l'on a été trompé pendant toutes ces années?
Comment vous réagissez? Vous avez quand même donné une grande partie de votre vie à cet homme. Voilà, écoutez, on a l'impression qu'on a perdu beaucoup d'années. Et puis, il faut du temps. Je suis plutôt dans une phase où je vais essayer de me reconstruire. Alors maintenant, Maître Michel, on va essayer, avant de donner des coups de fil pour essayer d'aider cette dame, je le rappelle, 137 000 €, ça c'est la partie financière, et puis la partie morale, cette dame estime avoir été trompée pendant de nombreuses années. Maintenant, il faut que nos téléspectateurs et nous-mêmes comprenions comment cet homme a pu faire ça s'il l'a fait. Alors, comment peut-on prendre un titre comme ça de marquis, épouser une dame qui porte son nom sans que personne ne s'aperçoive de rien? Pour une raison simple, ce monsieur était français, notre ami aussi, mais ils se sont mariés en Angleterre, non pas devant le consul de France, mais devant les autorités anglaises. Et donc, étant français, se mariant, ça étant dans les autorités anglaises n'ont pas le même système d'état civil que nous. C'est déclaratif. Et quand on voit le passeport de ce monsieur, on s'aperçoit qu'il a utilisé son nom comme dernier prénom. C'est comme si moi, je dédiquais Gérard Michel avec Michel comme deuxième prénom et que je dise de Nancy comme nom de famille. Et je déclare cela à l'état civil et je vis en Angleterre, Gérard Michel de Nancy. Et comme marquis ou comte, c'est pas un titre protégé, je deviens le marquis Gérard Michel de Nancy. Voilà comment il a fonctionné. Et ensuite, avec ses papiers d'état civil anglais, son passeport, etc., tout le reste a suivi. Bien, nous allons maintenant essayer, évidemment, d'avancer dans ce dossier. Plusieurs coups de fil vont être passés. Le premier, évidemment, c'est à ce monsieur que nous allons le donner. La régie fait le numéro. Notre premier coup de fil est réservé à celui qui est toujours le mari de Françoise. La conversation prend rapidement un tour désagréable. Allô? Allô? C'est Françoise. C'est Françoise. Oui. Allô? Oui, où es-tu? Est-ce que tu peux me dire où tu es, là, en ce moment? Et pourquoi? Ça te regarde pas? Je travaille, moi, ma petite. J'ai pas autre chose à faire, il faut que je travaille. J'ai téléphoné à... C'est d'accord pour tes valises, elles sont déposées chez lui, tu peux les retirer. Mais j'ai pas de valises à retirer, je suis pas en France. Où je vais les retirer, mes valises? Mais Françoise, tu ne peux pas faire ça comme ça. Il va falloir quand même que tu arrives à me dire quand même les choses plus clairement, que je puisse comprendre. Je ne te dirai rien. Tu passeras par les avocats. Je ne veux plus te voir. Et pour les crédits, comment je fais? Tu peux me donner une solution? Tu te débrouilles. Les crédits, moi j'ai payé. Basta. Tu as tout payé. Chassé, tu m'as traité moins qu'un chien. J'ai souffert du froid. J'ai couché dans ma voiture. Maintenant c'est fini, Françoise. Je ne peux plus rien faire, j'en suis usé. Tu veux ma peau, rien d'autre. Tu veux ma peau. Bah oui, c'est toi la victime, hein. Oui, Moi, je ne suis pas victime. C'est sûr. Et tu es en Angleterre en ce moment? Ben oui. Et la semaine dernière, tu étais en Belgique, m'as-tu dit? Eh ben, je t'ai dit que j'étais chauffeur. Alors, je roule. Un chauffeur, il reste pas assis dans un salon. Voilà. Bon, allez, au revoir. Bon, comment va ta santé? Tu t'en fous, je peux crever. Monsieur, vous m'entendez? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, monsieur le marquis. Ah, quand j'interviens, évidemment, là, on ne veut plus vous parler. Bon, alors, on comprend bien maintenant le discours de ce monsieur qui se place en victime. C'est malheureusement souvent le cas. Mais aujourd'hui, il va être très difficile à localiser, ce monsieur. Nous avons néanmoins appris lors de notre enquête que notre homme pourrait être hébergé par un prêtre qui vit en France. Nous allons contacter l'ecclésiastique. Allô? Bonjour mon père, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, qui passe le vendredi soir. Nous essayons d'entrer en contact avec monsieur le marquis. Est-ce que vous savez s'il est avec vous ou s'il est par là en ce moment? En ce moment, il n'est pas là, il est passé il y a 2 jours. Ah, très bien. Il est reparti en Angleterre? Non. D'après vous, il ne serait pas en Angleterre? Ah non, non. Très bien, nous allons essayer de la voir, mon père, parce que je ne sais pas si vous connaissez bien la situation, si ce monsieur a eu l'occasion de vous la raconter. Oui, je connais un peu sa situation, oui. Hein, parce que je suis aux côtés de son épouse qui a de graves difficultés financières par rapport à ce qui s'est passé. Ah, sa situation, je ne la connais pas, moi, personnellement. Concernant l'Armagnac, il vous en a un petit peu parlé ou pas du tout? Ah oui, mais pas de façon, comment dire, financière, j'en sais rien. Je sais qu'il a d'Armagnac, oui. Oui, il a d'Armagnac de son oncle, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, ce monsieur a un travail régulier, vous savez ce qu'il fait? Ça, je peux pas vous dire. D'accord. Vous l'hébergez, simplement? Il va de
de maison en maison, il va en Angleterre, il va à droite à gauche, ça je ne veux pas trop vous dire. Il ne fait que passer par ici. Nous savons désormais que notre homme est probablement en France et non pas à l'étranger comme il le prétendait au téléphone. Il nous faut maintenant nous pencher sur l'aspect bancaire du problème de Françoise, en contactant les organismes auxquels elle doit de l'argent. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Dans le cadre de l'enregistrement de mes émissions, nous essayons de comprendre une situation qui nous a été soumise par une de vos clientes. Cette dame, si vous voulez, nous dit, mais je mets cela au conditionnel, que son époux a visiblement tout au long de sa vie se serait inventé des personnages, un titre de marquis, etc. Et surtout, lui aurait fait prendre des crédits, aurait signé peut-être à sa place des cautions, des choses comme ça. Et donc, elle, on l'appelle pour des prêts qui auraient été souscrits à son nom ou dont elle serait caution. Voilà. Et elle dit, mais j'ai rien signé, quoi. Notre interlocuteur prend peu à peu conscience de l'ampleur du problème de Françoise, mais il ne maîtrise pas totalement le dossier. Nous convenons de le recontacter plus tard afin de trouver un début de solution. Monsieur Courbet, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez eu le temps de jeter un coup d'œil. Oui, tout à fait. La difficulté porte sur le découvert actuel du compte en banque de Françoise. Un découvert de plus de 28 000 € dont le mari de Françoise serait en fait responsable. Françoise prétend de son côté n'avoir jamais signé d'autorisation de découvert. Essayons de synthétiser pour que tout le monde comprenne bien. Sur votre compte à vous, madame, on a pris de l'argent que l'on a placé sur le compte de votre époux. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un énorme découvert. Exactement. Et madame n'a rien demandé. Est-ce que si madame n'est pas au courant, on peut aller chercher de l'argent sur son compte pour le mettre sur le compte du mari? Non. Bien sûr que non. On est bien conscient qu'il y a eu une opération particulière qui a été faite pour alimenter probablement le compte de monsieur. Le banquier nous rassure sur ses intentions. Il ne va pas inquiéter Françoise pour l'instant. Il va se renseigner sur les conditions dans lesquelles le fameux découvert a été accordé, mais aussi sur les différents crédits contractés par le mari de Françoise et dont elle serait caution solidaire. En tout cas, monsieur le directeur, si votre but était de la rassurer, je crois que vous l'avez réalisé. Tout à fait, je vous remercie Et nous vous infiniment. remercions 1000 fois, 1 pour votre disponibilité, 2 pour votre rapidité, 3 pour votre gentillesse et 4 pour votre professionnalisme, monsieur. Vous êtes vraiment gentil. Et on se tient au courant pour la suite. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Bon, ça valait le coup de passer un petit peu de temps parce que les choses sont maintenant beaucoup plus claires. Effectivement, votre mari a eu besoin de liquidités pour ses affaires. On a demandé, comme le font chacune des banques, des garanties. Comme lui-même était malade, on ne pouvait pas lui accorder un prêt parce que malheureusement, et c'est comme ça, quand quelqu'un est gravement malade, surtout avec ce genre de maladie, on n'accorde pas de prêt. Après, ils se sont tournés vers, on va dire, de la matière, c'est-à-dire son stock d'Armagnac, mais ils ont préféré ne pas prendre de caution là-dessus. Donc ils se sont dit, eh bien, comme vous, madame, vous avez une maison, c'est vous qui allez prendre l'argent, on va prendre l'argent de votre compte pour le prêter à votre mari pour son opération à lui, et puis il va vous rembourser d'ici 3 mois. Voilà. Et maintenant, vous avez peur qu'il ne rembourse pas, mais quand même, je crois qu'on a eu un discours très clair, madame. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles concernant et la caution et le découvert. Et le découvert. D'accord ? Je ne pensais pas arriver à un résultat aussi satisfaisant et vraiment, je suis... Eh ben, vous pouvez dormir tranquille et c'est gentil de nous avoir fait confiance et notons vraiment, parce qu'il faut savoir le dire dans les deux sens, la transparence, rapidité, professionnalisme de cette banque, bravo, qui fait preuve de beaucoup de talent. Nous décidons, afin d'être complets, de donner à nouveau la parole au mari de Françoise. Nous tâchons de le contacter sur le champ. Allô ? Oui, bonjour, monsieur le marquis, excusez-moi de vous déranger. Julien Courbet à l'appareil, je suis désolé de vous embêter, j'avais besoin de parler avec vous une quinzaine de secondes, pas plus. Je suis désolé mon cher monsieur, mais je suis en plein boulot et puis j'ai un client dans ma voiture. Et je sais bien monsieur, mais... Vous pouvez pas me rappeler d'ici... là j'en ai pour 20 minutes pour me rendre. Bon, ben d'accord, super. Dans un instant, la suite de cette étonnante histoire. Vous allez voir que monsieur le marquis n'a pas fini de nous étonner. Attendez une minute. Oui monsieur, bon... J'arrête parce que mon client rouspète. D'accord, mais sachez, monsieur, je vous rappelle à 16h30, je ne suis pas là pour vous embêter, simplement pour comprendre. Et je suis sûr que vous allez me dire des choses qui... Et donc, au revoir alors. Françoise, malheureusement, doit de son côté gérer un énorme problème financier. La suite, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Françoise, qui aurait payé très cher son mariage avec un homme qui lui aurait fait croire qu'il était marquis et fortuné.
Aujourd'hui, elle doit 137 000 € aux banques. Le responsable de sa dette serait son mari. Le contact entre lui et Françoise est devenu difficile. Nous sommes en ligne avec le mari sur le plateau, de Sans aucun doute. Allô ? Oui, bonjour monsieur le marquis, excusez-moi de vous déranger. Julien Courbet à l'appareil, je suis désolé de vous embêter, j'avais besoin de parler avec vous une quinzaine de secondes, pas plus. Je suis désolé mon cher monsieur, mais je suis en plein boulot et puis j'ai un client dans ma voiture. Et je sais bien monsieur, mais... Vous pouvez pas me rappeler d'ici... là j'en ai pour 20 minutes pour me rendre. Bon, ben d'accord, super. À quelle heure vous voulez? Dans 20 minutes. Est-ce que vous voulez par exemple à 16h30? Vous savez, monsieur Courbet, je vous ai toujours bien estimé. Mais c'est pour ça que je vous parle, monsieur, parce que pour comprendre... Attendez une minute. Oui, monsieur, bon, j'arrête parce que mon client rouspète. D'accord, mais sachez, monsieur, je vous rappelle à 16h30, je ne suis pas là pour vous embêter, simplement pour comprendre. Et je suis sûr que vous allez me dire des choses qui... Et donc, au revoir alors. Comme convenu avec notre interlocuteur, nous le rappelons à l'heure dite. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je ne vous dérange pas? À qui vous voulez parler, monsieur? À vous, monsieur. Qui, monsieur? À vous, monsieur le marquis. Mais non, c'est monsieur à l'appareil. C'est monsieur? Monsieur qui? Ouais. Vous avez appris à le savoir. Vous avez vécu suffisamment longtemps avec lui pour savoir de qui il s'agit. Bon, malheureusement, vous voyez, c'est quand même dommage que les gens n'aient pas envie de s'expliquer parce que, encore une fois, on demande des explications simplement, pas d'accusation. Grâce à Sans aucun doute, la dette de Françoise, au départ de 137 000 € est aujourd'hui revue à la baisse. Nous lui avons fait économiser 45 000 € pour le moment. Évidemment, nous allons continuer à soutenir Françoise dans cette affaire et la recevrons prochainement sur notre plateau. Les problèmes ne sont pas réglés, mais ils sont en très bonne voie et j'ai bon espoir qu'on arrive à de meilleurs résultats encore.